Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était 2027 de Daniel Conversano, aussi connu sous le nom de... Les gens n'ont plein de cul des Arabes. Alors, petit avant-propos, je sais que certains vont s'affoler en entendant ce nom, mais pas de panique, on va rester assez sobre et il n'y aura rien de particulièrement problématique ou scandaleux. Je vais vraiment me contenter de synthétiser son livre, qui pour le coup est tout à fait correct et ne contient rien de véritablement problématique. La semaine prochaine, on va traiter d'un autre livre de Conversano, et là, il va y avoir des oreilles de gauchistes qui vont saigner. Alors, à titre personnel, je ne partage pas les idées les plus radicales de Conversano, notamment en ce qui concerne les questions de race. Mais je considère que ce n'est pas pour autant qu'il faut le cancel et ignorer tout ce qu'il a à dire. Au contraire, c'est peut-être même précisément pour ça qu'il faut s'intéresser à ce personnage, qui est très certainement l'une des figures les plus controversées de la droite radicale actuelle. Donc je suis allé prendre une glace avec ma fille, je voulais faire une glace. Et pendant qu'on mangeait la glace, elle me dit « Tu sais, papa, moi j'adore sortir avec toi pour faire des choses, aller au parc, etc. Mais ce que j'aime encore plus, c'est quand on sort avec toute la famille. » Mais je développerai ça dans la vidéo de la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à 2027. Dans ce livre, Conversano joue un peu les conseillers en communication politique pour aider Éric Zemmour à remporter la campagne présidentielle de 2027. Conversano propose ici une analyse très intéressante et étonnamment mesurée que je vais vous livrer tout de suite. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me soutenir sur Tipeee si vous aimez mon travail. Déjà, il faut noter que le livre est sorti en mars 2022, donc il a été écrit avant les résultats du premier tour. Et déjà, Conversano faisait le pari d'une défaite de Zemmour pour 2022 et misait tout sur 2027. Un pari assez risqué quand même, il faut le dire. À la fin, on passe soit pour un con, soit pour un génie. Alors, pour Conversano, c'était évident, Zemmour ne pouvait pas gagner en 2022 parce qu'il partait de trop loin. Il l'écrit même clairement, je cite, « Ce qui fera perdre Zemmour en 2022, c'est son passéisme, sa manie de toujours citer des grands auteurs pour dire des choses simples qui n'ont pas besoin d'être référencées et cette fausse croyance en l'idée que le traditionnalisme est une force électorale. Le traditionnalisme est une posture de nos jours, il n'existe plus réellement. » Et c'est aussi en grande partie à cause de ses propos sur la guerre en Ukraine et sa volonté de légitimer les actions de Poutine tout en exprimant son ressentiment envers l'OTAN. Les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est et qu'ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'OTAN. Ici, il est allé totalement à l'encontre de l'avis général à un moment où 9 Français sur 10 donnaient tort à Poutine. À noter tout de même que Conversano pensait que le RN allait beaucoup souffrir, beaucoup s'affaiblir même, avec la candidature de Zemmour. Or, ça n'a pas été le cas, bien au contraire même parce que Zemmour, en prenant la place du grand méchant, a déplacé la fenêtre d'Overton et rendu Marine Le Pen beaucoup plus acceptable dans l'opinion publique. Conversano commence par rappeler que ce que la campagne d'Éric Zemmour a fait de plus important, c'est de mettre le thème du changement démographique au centre du débat et de dire que la priorité c'est d'éviter la tiers-mondisation de la France et que tout le reste, c'est secondaire. Au-delà de ça, ce que dit Zemmour, c'est que non, il n'est pas trop tard pour changer les choses et que oui, il reste bel et bien un espoir. Et ça, c'est une des plus grandes qualités de Zemmour, c'est qu'il a redonné espoir à beaucoup de monde. Le changement de peuple est à la fois quelque chose qui est reconnu par une majorité de la population, mais pour autant, à cause de cette chape de plomb idéologique qui pèse sur la conscience des Français, ce n'est pas non plus pour eux quelque chose qu'il faut combattre. Ce qui est quand même assez étrange. On constate le problème, mais on considère qu'il est moralement inacceptable de faire quelque chose pour le résoudre. Et Conversano estime qu'on atteindra un point de non-retour à partir de 2040, date à laquelle les communautés étrangères auront suffisamment de poids pour faire définitivement pencher la balance. Pour Conversano, il faut insister sur le fait que le multiculturalisme n'est pas un modèle fonctionnel. Tous les domaines de la vie citoyenne en pâtissent.
Sécurité bien sûr, mais aussi la confiance et le bonheur général. Il y aurait une corrélation entre le niveau de bonheur et l'homogénéité ethnique d'un pays. Les seules exceptions, comme Singapour, Dubaï ou l'Indonésie, sont des pays où la police est extrêmement puissante et ce sont donc des pays où la surveillance est quasiment permanente. Et la France est incapable d'accepter de telles conditions. Voilà sur quoi Zemmour devrait insister lorsqu'il parle du changement de peuple. Le problème de Zemmour, c'est qu'il ne parle que des problèmes. Et en plus, de manière plutôt anxiogène. Ce qu'il devrait faire, c'est plutôt de promettre le bonheur, ni plus ni moins. Zemmour doit s'intéresser à l'avenir. Et pour ça, il ne doit avoir qu'un seul mot à la bouche, le progrès. La droite doit s'emparer de la notion de progrès, parce que le conservatisme est mort. Tout ce que les conservateurs défendent finit par céder. Ils ont abandonné le combat identitaire, ils n'ont jamais réussi à reprendre l'écologie à la gauche, ils se contentent de critiquer les changements de société provoqués par la gauche, mais ne sont jamais capables de les empêcher. De plus, ils n'ont absolument aucun impact sur le monde de la culture et de la création artistique, ce qui laisse le champ libre à la gauche morale. Bref, les conservateurs sont trop habitués à perdre pour espérer sincèrement la victoire. Ce que prône Daniel Conversano pour dépasser le conservatisme, c'est l'archéofuturisme, que personnellement j'aime bien définir comme un progressisme sans la table rase. Un progressisme traditionnaliste. C'est un concept défini par Guillaume Faye dans son ouvrage du même nom. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Egonon a fait une excellente vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. L'idée principale de Zemmour, c'est de se débarrasser de son côté ringard, de l'idée du retour en arrière. Ça ne fait rêver personne. Les gens veulent avancer. Diaboliser le progrès, si on veut gagner une élection, c'est la dernière des choses à faire. Il faut arrêter de se définir contre les choses. Au contraire, il faut être pour. Et parler de la France de demain et ne pas rester bloqué sur la France historique. Vouloir gagner une élection présidentielle en 2027 en ayant une image de technophobe, c'est complètement aberrant. Est-ce que vous voulez aussi apprendre aux enfants Python, PHP, JavaScript? Vous pouvez répéter la question? Zemmour se ridiculise totalement à côté d'un Mélenchon qui donne des conférences avec des hologrammes. S'intéresser à la technologie, c'est aussi parler à la jeunesse. Et c'est aussi comme ça que l'on peut expliquer le succès d'un Macron. Il est en parfaite adéquation avec son époque. Conversano va même plus loin en affirmant que, je cite, « les scientifiques et les esprits rationnels en général, dégoûtés par la beaufrie de l'extrême droite et son manque de vision, préfèrent sortir la civilisation européenne de la tiers-mondisation par le haut en misant tout sur l'élitisme, la recherche du confort, du bien-être, l'allongement de la durée de vie, le développement des métaverses, de l'intelligence artificielle, etc. » La montée en puissance de la Chine, actuellement la deuxième puissance économique mondiale, mais qui pourrait très rapidement atteindre la première place d'ici moins d'une décennie, est un sujet de préoccupation pour beaucoup parce qu'une grande majorité des Français se voient comme des Occidentaux. Ils se sentent proches des autres pays européens, mais aussi de l'Amérique, qui fait tout simplement partie de leur vie. Ainsi, Conversano considère qu'il faudrait faire de la Chine un adversaire prioritaire contre lequel devrait se liguer tout l'Occident. Et après tout, c'est vrai que si la Chine prenait ce rôle de gendarme du monde aux États-Unis, on peut imaginer que ce ne serait pas forcément pour aller dans le sens du bonheur général. La Chine doit donc être perçue comme le concurrent dont nous avions besoin pour réorienter la compétition. Chine ne va pas arrêter le commerce avec États-Unis et Europe parce que eux beaucoup d'argent, toi tu n'as pas beaucoup d'argent. Au revoir. Et cette concurrence, c'est peut-être précisément ce dont Zemmour aurait besoin pour rassembler toutes les générations et toutes les classes sociales françaises. Parce que oui, quand on lutte ensemble contre un adversaire commun, on se sent plus fort, plus unis. Et l'idée, en mettant l'accent sur la concurrence économico-politique avec la Chine, c'est de faire passer la critique de l'immigration orientale et africaine au second plan, histoire de dédramatiser un peu, sans forcément s'attirer les foudres de ces électeurs asiatiques envers lesquels Conversano fait preuve de beaucoup de tolérance. En clair, s'il doit y avoir de l'immigration en France, autant faire venir des Asiatiques qui ne posent aucun problème. Une communauté asiatique qui, selon Conversano, pense toujours en priorité à ses propres intérêts. L'idée étant donc de faire converger les intérêts de cette communauté à ceux de la France. Parce qu'il ne faut
pas oublier que la communauté asiatique en France souffre autant, sinon plus, de l'immigration africaine que les Français de souche. On notera au passage une certaine admiration de Conversano pour les Chinois, qui sont, je cite, intelligents, travailleurs, nationalistes, obstinés et très nombreux. Et d'ailleurs, il représente assez bien l'idéal archéofuturiste qui fait tant rêver Conversano. La Chine est un pays extrêmement traditionnel et qui est également à la pointe du progrès technique. Conversano considère qu'il n'y a rien à reprocher aux Asiatiques en France, alors qu'ils représentent quand même 1 million de personnes. Alors certes, ils ne s'assimilent pas toujours, voire pas du tout, mais le plus souvent, ils ne posent aucun problème et n'ont pas de revendications vengeresses comme d'autres communautés. Conversano nous dit même, et j'ai trouvé ça assez surprenant, je cite, « Les Asiatiques en France sont des étrangers irréprochables. Ils s'ajoutent au creuset français sans peser sur lui. Il faut les présenter comme le modèle de comportement à imiter. De plus, bien que certains pays d'Asie aient été colonisés, ils n'ont aucun sentiment de haine ou de revanche envers les Français. Ils sont parmi ceux qui réussissent le mieux. Les jeunes filles asiatiques en France sont d'ailleurs les meilleurs éléments de l'école nationale, rien que ça. Et à travers cette mise en avant de la communauté asiatique, l'idée de Conversano, ce n'est pas de mettre en avant la sainte carte des cuits, comme les droitards le font souvent sur Twitter, mais bien de faire naître cette question dans l'inconscient collectif. Pourquoi certaines communautés étrangères réussissent et d'autres ne font que poser des problèmes? Si la communauté asiatique est à ce point détestée en France, c'est parce qu'elle est la preuve qu'il n'y a pas de racisme systémique en France. L'idée serait donc pour Zemmour de mettre la communauté asiatique tout en haut du podium et de laisser les gens constater qui est en dessous et dans quel ordre. Et si vraiment on ne peut pas se passer d'immigration, il faudrait alors donner la priorité aux Européens bien sûr, mais ensuite aux Asiatiques de l'Est et du Sud-Est. Aujourd'hui, la France n'est même pas dans le top 20 des pays les plus heureux du monde. L'objectif de Zemmour pourrait donc être de le ramener dans le top 5 et de présenter ça comme un objectif réel. Daniel Conversano préconise aussi de ne pas avoir peur de parler de sexe, de ne pas jouer les prudes, parce que c'est un sujet essentiel aujourd'hui, et notamment les relations hommes-femmes qui sont plus brouillées que jamais. Ce qui est en partie dû à l'ethnomasochisme responsable de beaucoup de problèmes sociétaux actuels. On a beau vivre dans un monde ultra sexualisé, les jeunes hommes surtout, ont des rapports sexuels de plus en plus tard. Et même les couples mariés auraient moins de rapports sexuels qu'avant. Et plus encore et plus grave que ça, hommes et femmes commencent à se détester. Et c'est un problème extrêmement grave, notamment parce que la frustration tente à mener à la dépression. Et ce problème de la misère sexuelle doit être abordé politiquement. Et pour ne pas heurter les féministes, Conversano propose de mettre en place des cours non pas uniquement sur la sexualité, mais bien des cours d'instruction relationnelle pour, je cite, apprendre à ne pas insister, à être poli dans l'approche, à être galant sans être pesant, etc. En fait, Conversano préconise même de renouer avec l'esprit de 68. Zemmour devrait promettre de faire revivre cette période de fête et d'insouciance. Notamment parce que, comme il le dit, aucune femme ne veut revenir à son statut d'avant 68. Alors, faire l'éloge de 68, c'est sûr que c'est pas commun à droite. Mais ça véhicule quand même un imaginaire qui peut faire rêver les vieux par nostalgie et les jeunes par envie. Et c'est osé, mais plutôt audacieux. Si l'union des droites ne suffit pas, c'est parce que les Français de gauche et les immigrés forment un bloc plus gros. Le but de Zemmour doit être de réunir le vote des boomers et le vote patriote. Quand on sait que 80% des plus de 65 ans votent Macron, on comprend bien que tout se joue avec eux. Pour eux, Macron, c'est avant tout le choix de la stabilité. À cet âge, on n'aime plus tellement les prises de risques. Mais surtout, ce qui explique leur vote, c'est qu'ils ne sont jamais passés à Internet. Ils passent souvent beaucoup de temps devant la télé, qui est souvent leur seule source d'information. Ainsi, ce que préconise Conversano, et il le dit sans ironie, c'est de politiser les repas de famille. Exprimer nos idées, convaincre nos vieux, parce que c'est la seule manière qu'on ait de leur faire entendre un autre son de cloche que la propagande qu'ils entendent en permanence
via la télévision. Bon, en fait, il préconise carrément de menacer de ne plus aller voir mamie si elle s'obstine à voter n'importe comment. Autre astuce préconisée par Conversano pour convaincre papy et mamie de voter Zemmour, c'est de profiter de leur égoïsme en démontrant à quel point on dépense des fortunes pour tout et n'importe quoi. Fortunes que l'on pourrait dépenser pour leur permettre de vivre plus longtemps et plus confortablement, notamment en abandonnant l'aide aux pays en voie de développement pour financer à la place la recherche médicale dans les maladies qui concernent particulièrement les personnes âgées et dont au final le monde entier pourrait profiter. Pour la campagne de 2027, Zemmour devra aussi revoir sa communication. Et ça commence par le fait de s'adresser au peuple. Il doit abandonner ses citations, son image d'érudit et s'adapter pour charmer l'électorat du RN. Il ne doit pas se concentrer sur les traditionalistes qui ne sont de toute façon pas assez nombreux pour faire gagner des élections. Notamment parce que pour eux, l'une des questions principales est celle de l'avortement. Or, Zemmour ne compte pas revenir là-dessus. En fait, Zemmour devrait apprendre à être plus consensuel. Parce que certes, ces prises de parole polémiques sont très appréciées des droitards. Pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. Mais il les a déjà dans la poche. Et ce n'est pas en fidélisant une clientèle déjà fidèle qu'on gagne une élection. De même, il ne doit pas hésiter à revenir sur des opinions qu'il a pu avoir par le passé. Par exemple, on lui reproche d'être misogyne, notamment à cause d'un livre écrit il y a près de 20 ans, Le Premier Sexe. Alors pourquoi ne pas dire qu'il a changé d'avis depuis ? Qu'après tout, le livre a été écrit il y a plus de 20 ans, et plus encore, pourquoi ne pas promettre aux femmes qui ressentent l'insécurité plus encore peut-être que les hommes, qu'il leur rendra leur liberté et leur sécurité. Et d'ailleurs, il ne doit pas hésiter à employer le terme de féminicide, quitte à heurter un peu la fachosphère. S'il y a quelques concessions à faire sur la forme pour gagner, qu'il les fasse. D'ailleurs, on a vu récemment qu'il avait employé le terme de francocide. Il utilise la rhétorique de l'ennemi et c'est une très belle manœuvre. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. Pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerais désormais francocide. Autre conseil donné par Conversano, insister sur sa judéité. C'est un atout formidable, il doit en profiter. Enfin, il doit pousser ce que Conversano appelle la bonne gauche à le rejoindre. Il pense notamment à Éric Nolot ou Pierre Cassin de Riposte Laïque. Enfin, Zemmour doit insister davantage sur le fait que l'idéologie dominante crée un malaise en rabaissant systématiquement le français autochtone. Et ce malaise crée du ressentiment, de la défiance, de la radicalisation, qui à terme ne peut mener qu'à un durcissement de certaines idées. Il faut au contraire rappeler aux Français qu'ils doivent être fiers de qui ils sont. Un système entier qui dit à son peuple qu'il est laid, qu'il est monstrueux, c'est évidemment problématique. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Et cet ethnomasochisme n'y est certainement pas pour rien dans d'autres dérives comme le féminisme ou le masculinisme qui, à force d'être poussés à l'extrême l'un comme l'autre, se transforment en haine du sexe opposé. Le racisme anti-blanc est d'ailleurs une vérité pour près d'un Français sur deux. Et il y a pour beaucoup une réelle déconnexion avec ce qu'on peut entendre sur la plupart des plateaux télé. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Et ce à quoi les gens sont confrontés quotidiennement dans la vie réelle. Je vais te tuer, sale français, sale blanc et sale français, je vais te tuer. Alors pour employer les termes de Conversano, cette idée de racisme systémique est une véritable idéologie de haine envers les Européens. Et elle doit être dénoncée comme telle car elle cautionne un certain esprit de vengeance et donc justifie la violence. Ce concept de racisme systémique est une négation de notre propre identité et un danger pour la paix civile.